À l'hôpital, ma belle-mère a dit à l'infirmière, ne la laissez pas tenir le bébé. Elle n'est même pas de la famille. Je suis restée assise en silence, en train de saigner, tremblante, seule. Puis un médecin est entré et a dit, en fait, ce bébé ne serait pas là sans elle. Il m'a tendu l'acte de naissance et a dit, avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je saignais encore quand elle a prononcé ces mots. Je tremblais encore, secouée par des heures de travail. J'étais toujours allongée sur ce lit d'hôpital, à moitié consciente, les côtes endolories, tout mon corps à vif. J'avais à peine la force de me redresser, mais j'ai entendu chaque parole. Margot s'est tournée vers l'infirmière et a dit, ne la laissez pas tenir le bébé, elle ne fait même pas partie de la famille. Juste comme ça, froidement, définitivement, comme si j'étais une étrangère. Et je suis restée assise là, silencieuse, figée, humiliée. Je voulais parler, je voulais hurler, je voulais me lever et dire, c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai mise au monde, je l'ai portée pendant 9 mois, je me suis battue pour elle à chaque contraction, à chaque complication. Mais je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas respirer. Jamais je ne m'étais sentie aussi petite. L'infirmière nous regardait tour à tour, confuse, incertaine. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de décider quoi faire. Et moi, je fixais Margot, la mère de mon mari, celle qui m'avait toujours considérée comme inférieure, indigne, pas assez bien comme épouse, pas assez bien comme mère. La femme qui n'avait jamais voulu de moi dans sa famille essayait maintenant de m'effacer de la vie de ma propre fille. Et ça marchait. Personne dans cette pièce n'a pris ma défense, personne ne l'a corrigée. Et le bébé, mon bébé, était dans ses bras. J'entendais mon cœur battre à tout rompre dans mes oreilles. J'ai pensé que peut-être je perdais trop de sang, que j'allais m'évanouir et me réveiller pour découvrir que tout ce cauchemar était terminé. Mais ce n'était pas le cas. Ça ne faisait que commencer. Elle m'a regardé une fois, une seule fois, et a dit, ton tour viendra plus tard. Comme si j'étais une simple visiteuse entrée par hasard, pas une mère, pas la femme de son fils, pas un être humain. Ce moment aurait dû être l'un des plus heureux de ma vie. J'aurais dû bercer ma fille, lui murmurer son nom, mémoriser la forme de ses doigts. Au lieu de cela, j'étais en train d'être effacée, réécrite hors de ma propre histoire. Et puis, juste au moment où je pensais que personne ne parlerait, la porte s'est ouverte. Un médecin est entré, le docteur Henderson. Je l'avais vu pendant les pires moments de mon accouchement. Il était calme, concentré et bienveillant. Le genre de personne à qui l'on fait confiance sans même y penser. Il a balayé la pièce du regard, m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé Margot. « Que se passe-t-il ici ?» a-t-il demandé. L'infirmière a tenté d'expliquer, bafouillant, ne sachant pas comment gérer la situation. Puis il s'est tourné vers moi, sa voix calme et assurée. En fait, a-t-il dit, ce bébé ne serait pas là sans elle. Il s'est approché et m'a tendu quelque chose. C'était un formulaire, un document légal. Lisez qui a signé l'acte de naissance, a-t-il dit. Et à cet instant, quelque chose a basculé en moi. Le poids de chaque insulte, de chaque rebuffade, de chaque fois où j'étais restée silencieuse juste pour maintenir la paix, tout cela a volé en éclats. Parce que je n'étais pas invisible, je n'étais pas insignifiante. J'étais la mère. J'en avais la preuve entre les mains. J'ai regardé Margot. Elle n'a pas dit un mot. Et pour la première fois depuis mon arrivée à cet hôpital, j'ai réalisé que je n'allais laisser personne me prendre ça. Ni mon nom, ni mon bébé, pas une seconde de plus. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai pleuré sur le sol de la salle de bain, le test encore à la main. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, ni vraiment de joie non plus. C'était le genre de larmes qui viennent quand on réalise que tout est sur le point de changer et qu'on n'a aucune idée si on est prête. Tyler, mon mari, l'a mieux pris que moi. Il s'est agenouillé à côté de moi, m'a embrassé le front et a murmuré « On va gérer ça ». Et à ce moment-là, je l'ai cru. J'ai cru en nous. Nous étions mariés depuis 2 ans. Nous nous étions rencontrés à l'université, il étudiait l'ingénierie, je terminais mon diplôme en éducation de la petite enfance. Il me faisait sentir en sécurité, stable, vu. Et même si sa famille ne m'avait jamais vraiment accueilli, je pensais pouvoir vivre avec ça. Je pensais que l'amour suffirait. Sa mère, Margot, avait clairement exprimé ses sentiments dès le début. Elle n'élevait jamais la voix, ne disait jamais rien d'ouvertement cruel. Elle n'en avait pas besoin. Sa désapprobation était silencieuse, constante et écrasante. Quand je parlais, elle regardait son téléphone. Quand je cuisinais, elle n'avait pas faim. À notre mariage, elle a dit aux gens que Tyler s'était précipité, que je n'étais pas vraiment son type,
que j'avais eu de la chance. Je me disais que ça n'avait pas d'importance, que j'épousais Tyler, pas sa mère. Mais quand je suis tombée enceinte, les choses ont changé. Tyler était excité, et cela a semblé adoucir Margot un instant. Elle a acheté des vêtements de bébé, elle a choisi des prénoms, elle a souri d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai presque cru que nous devenions enfin une famille. Mais quelque chose en moi savait qu'il fallait rester prudente. Il y avait toujours une limite que je n'étais pas autorisée à franchir, une place que je n'avais pas vraiment méritée à sa table. Ma grossesse n'a pas été facile. À 12 semaines, j'ai été mise au repos alité pendant 2 semaines à cause de contractions précoces. À 24 semaines, on m'a diagnostiqué une prééclampsie. J'entrais et sortais constamment de l'hôpital, surveillée en permanence, toujours inquiète. Tyler essayait d'être présent, mais le travail l'éloignait sans cesse. Et chaque fois qu'il devait partir, Margot intervenait. Pas doucement, pas gentiment. Elle arrivait avec des ordres, des opinions et ce même sourire froid qui me faisait sentir comme une étrangère dans ma propre vie. Quand j'ai commencé le travail, c'était avec 3 semaines d'avance. Tyler était hors de l'état, rendant visite à son oncle dont l'état s'était soudainement aggravé. Il devait partir pour 2 jours, cela s'est transformé en 5. Margot a insisté pour rester avec moi. Elle disait qu'elle ne voulait pas que je sois seule, mais j'avais plutôt l'impression qu'elle ne voulait pas me laisser sans surveillance. Tyler lui avait donné une procuration médicale temporaire, juste au cas où. C'était censé me protéger, mais elle l'a utilisé pour tout contrôler, la chambre où je séjournais, le médecin que je voyais, quand je pouvais avoir des visiteurs. L'accouchement a été brutal. 18 heures, 2 péridurales ratées. À un moment donné, le rythme cardiaque du bébé a chuté et on a dû me donner de l'oxygène. Je me souviens du masque qu'on m'appuyait sur le visage et d'une infirmière disant « Nous devrons peut-être prendre une décision bientôt ». J'étais seul dans une pièce pleine de gens, et la seule personne qui m'a parlé comme si j'avais de l'importance était une jeune infirmière nommée Angela. Elle m'a essuyé le front et a murmuré « Incroyable ». C'était la première chose gentille qu'on me disait depuis des heures. Finalement, j'ai donné naissance à une petite fille minuscule et parfaite. Je n'ai même pas pu la tenir. Ils l'ont emmenée pour des soins immédiats et j'étais trop faible pour protester. Je sombrais dans le sommeil et en sortais, épuisé et vide. Je n'arrêtais pas de demander Tyler. Il était toujours en route. Quand je me suis enfin réveillé dans la salle de réveil, Margot était déjà là, tenant le bébé. L'infirmière se tenait maladroitement à côté d'elle, l'air incertain. J'ai tendu les 2 bras et j'ai dit « Puis-je la tenir ?» Et c'est là que Margot a prononcé les mots qui ont tout figé en moi, ne la laissez pas tenir le bébé, elle ne fait même pas partie de la famille. Je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait être aussi cruel à un moment pareil. J'étais sa belle-fille. J'étais la mère de l'enfant qu'elle tenait. J'étais la femme qui avait failli mourir pour mettre ce bébé au monde. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'étais à nouveau invisible. Mais quelque chose en moi a refusé de céder cette fois. Je ne le savais pas encore, mais ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début d'un moment qui allait tout changer. L'infirmière hésitait, ses mains encore gantées de latex planaient au-dessus du bébé. Elle regardait Margot, puis moi, ne sachant que faire. Je pouvais voir l'incertitude dans ses yeux, la façon dont elle tressaillait lorsque le conflit entrait dans la pièce. Et je ne lui en voulais pas. Margot se comportait comme quelqu'un qui attendait l'obéissance, et elle savait exactement comment l'obtenir. « Je suis la grand-mère », dit Margot, sa plus proche parente, légalement parlant. « Le bébé doit rester avec moi. » J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche. J'ai attrapé le verre d'eau près du lit, et j'ai bu une gorgée tremblante. Mon corps semblait brisé, ma poitrine me brûlait encore à cause du masque à oxygène, mes bras étaient comme des sacs de sable. Mais il me restait assez de force pour murmurer « Ma fille ». Margot n'a pas scié. Personne ne dit le contraire, mais Tyler n'est pas là, et avec ton état antérieur, tu n'es pas en état de décider. Attendons que les médecins te donnent leur accord, d'accord ? Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour le bébé. L'infirmière avait l'air paniquée. Elle a baissé les yeux sur le dossier dans ses mains, le parcourant à la recherche de réponses qu'elle ne trouverait pas. Elle était jeune, peut-être nouvelle, peut-être pas préparée aux politiques d'une famille comme la nôtre. « Puis-je voir une pièce d'identité ?» demanda l'infirmière. Margot sortit un dossier de son sac à main. Elle l'avait préparé, document signé, contact d'urgence, la procuration médicale temporaire que Tyler avait approuvée des semaines plus tôt. À l'époque, cela semblait responsable, nécessaire. J'avais même donné mon accord, pensant que c'était une précaution, pas une arme. Elle agita les papiers comme un insigne d'autorité.
Nous suivons simplement le protocole, dit-elle calmement. Elle a besoin de repos, le bébé a besoin de calme. Ne transformons pas ça en quelque chose d'émotionnel. Mais c'était émotionnel. C'était profondément, douloureusement émotionnel. Je venais de passer 18 heures de travail. J'avais accouché sans mon mari à mes côtés, sans famille pour me tenir la main, juste des machines, la douleur et des étrangers essayant de nous maintenir en vie, toutes les deux. Et maintenant, après tout ça, les premiers bras à tenir mon enfant n'étaient pas les miens. C'étaient les siens. J'entendais les faibles pleurs d'Eleliana, étouffés contre l'épaule de Margot. C'était comme si on m'avait arraché un morceau de moi-même. Pas seulement pris, volé. J'ai réessayé, s'il vous plaît, juste une minute. J'ai besoin de la tenir. Margot serra le bébé plus fort contre elle et se tourna légèrement, protégeant Eleliana comme si j'étais une menace. Ne faisons pas ça maintenant, dit-elle. Tu es contrarié, tu as besoin de récupérer. La dernière chose dont tu as besoin, c'est plus de stress. Elle ne parlait pas fort, elle ne criait pas. Son ton était prudent, mesuré et dangereux. C'était le genre de voix utilisée par les gens qui manipulent tout en prétendant se soucier des autres. Et le pire, c'est que je savais qu'elle croyait avoir raison. L'infirmière recula d'un pas. Peut-être que je devrais vérifier avec le médecin de garde. Pas la peine, dit Margot, la voix ferme. Tout est couvert. Je m'occuperai d'elle. Je sentais mon corps trembler, pas seulement à cause du travail, pas seulement à cause de la perte de sang, mais à cause de quelque chose de plus profond. La rage et le chagrin cohabitaient en moi. Jamais je ne m'étais sentie aussi impuissante, aussi effacée. La pièce devenait floue autour de moi, mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était « voilà comment ça arrive ». Voilà comment les gens sont réécrits hors de leur propre vie. Une signature, une supposition, une personne trop faible pour parler. Je voulais hurler, mais au lieu de ça, je me suis allongé sur le lit, fixant les dalles du plafond pendant que Margot roucoulait à mon bébé comme si elle en avait parfaitement le droit. Je l'entendais dire le nom d'Eleliana, le tester, l'essayer. Elle n'avait même pas aimé ce prénom quand je l'avais choisi, disant qu'il était trop dramatique. Mais maintenant, elle le prononçait comme s'il lui appartenait. Mon corps était peut-être trop faible pour se battre, mais mon esprit était en feu. Je savais que si quelqu'un n'intervenait pas bientôt, je pourrais perdre ce moment pour toujours. La première heure, le premier lien, la première reconnaissance entre une mère et son enfant. Et toujours personne dans cette pièce ne prenait ma défense. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre. La porte s'ouvrit avec un léger bruissement et le docteur Cam Henderson entra dans la pièce. Il n'était pas bruyant, il n'en avait pas besoin. Sa présence avait une façon de remplir l'espace. Calme, concentré, le genre de médecin qui faisait que les gens se redressaient quand il entrait. Il avait été là pendant la partie la plus effrayante de mon accouchement, quand le rythme cardiaque du bébé avait chuté et que la panique menaçait de prendre le dessus. Je me souvenais de sa voix dans le chaos, stable, claire, tranchant à travers tout. Maintenant, il s'arrêta juste à l'entrée de la pièce, ses yeux balayant Margot, qui tenait toujours ma fille, jusqu'à moi, allongée, faible, sur le lit d'hôpital, silencieuse et abasourdie. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il. Son ton n'était pas sec, mais il était assez ferme pour commander l'attention. L'infirmière, Angela, s'avança, la voix hésitante. « Il y a eu une petite confusion, dit-elle. La patiente, Céline, a demandé à tenir le bébé, mais sa belle-mère est actuellement désignée comme contact médical temporaire. Elle nous a demandé de ne pas autoriser le contact jusqu'à nouvel ordre. C'est la mère, ajouta rapidement Angela en me désignant. Mais avec les papiers, je ne savais tout simplement pas quoi faire. Le docteur Henderson hocha lentement la tête et se tourna vers Margot. « Empêchez-vous la mère de voir son nouveau-né » Margot se redressa, son expression difficile à déchiffrer. « Mon fils a dû quitter la ville de manière inattendue. Il m'a laissé responsable parce qu'il y a eu des complications et que la santé de Célina était instable. Elle était fortement médicamentée pendant l'accouchement, et nous voulons juste ce qui est le plus sûr pour l'enfant. » Il me regarda. « Célina, comment vous sentez-vous » Je luttais pour me redresser davantage, ignorant la douleur qui me traversait le flanc. « Je suis épuisé, mais je veux tenir ma fille. S'il vous plaît. » Je ne l'ai pas tenue une seule fois depuis sa naissance. C'était la première fois que je le disais à voix haute. Pas le bébé, pas elle. J'ai dit « ma fille ». C'est sorti clairement et nettement. La vérité sonne toujours plus fort quand elle a été enterrée trop longtemps. Le docteur Henderson ne s'y a pas. Il traversa la pièce et ouvrit un dossier qu'il avait sous le bras.
Célina, dit-il en feuilletant les pages, vous souvenez-vous avoir signé le consentement pour la procédure d'urgence pendant le travail? Oui, vous avez pris la décision pour la transfusion fœtale lorsque nous avons détecté une détresse. Oui, vous avez approuvé la perfusion d'ocytocine et nous avez donné l'autorisation pour une intervention chirurgicale si cela devenait nécessaire. Oui, j'étais conscient tout le temps. Il referma le dossier et regarda l'infirmière. C'était tout à fait valide et contraignant. Elle était alerte, compétente et identifiée comme la mère légale. Il n'y a aucune raison médicale de lui refuser son enfant. Margot ouvrit la bouche, mais il ne lui en laissa pas l'occasion. Il replongea la main dans le dossier et en sortit une nouvelle feuille. « Célina, dit-il, voici l'acte de naissance de votre fille, il vient de revenir des archives. Voulez-vous lire qui l'a signé ?» Il me l'apporta et le posa doucement sur mes genoux. Je baissai les yeux. Mon nom était là, à l'encre noire. Célina Rivera, mère. Les larmes me montèrent aux yeux avant que je puisse les arrêter. Pas parce que j'étais triste, pas parce que j'étais brisé, mais parce que c'était la première fois depuis l'accouchement que je me sentais vue. Je me sentais réelle. Je me sentais à nouveau importante. Le docteur Henderson se tourna vers Angela. « Voudriez-vous s'il vous plaît placer le bébé avec sa mère ?» Angela n'hésita pas. Elle s'avança vers Margot, qui serra l'enfant plus fort. « Je vais devoir la prendre maintenant, » dit Angela doucement. « Ordre du médecin. » Margot resta figée un instant, puis passa Eleliana à contre-cœur dans les bras d'Angela. Pas de crise de colère, pas de dernier mot. Juste une reddition silencieuse. Quand l'infirmière plaça Eleliana dans mes bras, j'ai senti le monde basculer. Son corps était si petit, sa peau chaude, son odeur inconnue mais déjà inoubliable. Sa petite main reposait contre ma poitrine, juste sur mon cœur. Elle cligna des yeux vers moi, sa bouche tressaillant dans un mouvement doux et endormi, comme si elle me reconnaissait. Le docteur Henderson se tenait près de la porte, observant. Puis il me fit un petit signe de tête. « Je suis désolé que personne n'ait pris votre défense plus tôt, » dit-il. Je le regardai, tenant ma fille comme si elle était la seule chose qui me maintenait debout. « Merci, » murmurai-je. Parce qu'il m'avait donné plus qu'un document. Il m'avait rendu ma place, ma voix, ma maternité. Eleliana se blottit contre ma poitrine comme si elle y avait toujours appartenu. Ses petits doigts se recroquevillèrent instinctivement contre ma blouse d'hôpital, sa peau chaude et incroyablement douce. Sa respiration était légère et rythmée, et quand elle bougea légèrement, je sentis son rythme cardiaque contre le mien, une correspondance parfaite, comme si mon corps se souvenait encore du son de son cœur de l'intérieur. Margot ne dit rien. Elle se tenait rigide près du coin de la pièce, les bras croisés, les yeux rivés au sol. Son expression n'était plus colérique, elle était vide. Elle avait perdu son emprise sur le moment, pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, elle ne savait pas quoi dire. Angela resta à mes côtés, ajustant doucement la couverture du bébé. Elle m'offrit un sourire doux et me toucha le bras en signe de solidarité silencieuse. Le docteur Henderson était toujours près de la porte, feuilletant à nouveau son dossier, vérifiant l'acte de naissance et les dossiers médicaux, s'assurant que tout était en ordre. « Célina, » dit-il après un moment, « si vous le souhaitez, nous pouvons mettre une note dans le dossier limitant l'accès non parental à la chambre du bébé. C'est votre décision maintenant. » J'ai hoché la tête, non par vengeance, mais parce que j'avais appris une dure vérité au cours de ces dernières heures, le silence n'est pas une protection, c'est une permission. Et je n'allais plus me taire. « Oui, dis-je, s'il vous plaît, faites cette note. » Il hocha la tête d'un air satisfait et prit une note sur son porte-bloc. Puis il leva les yeux vers Margot. « Vous devrez vous enregistrer à l'accueil avant de revenir. Tout accès futur passera par la mère. » La mère. Pas la patiente, pas l'épouse, pas la belle-fille. La mère. La bouche de Margot se serra, mais elle n'objecta pas. Elle se tourna simplement, se dirigea vers la porte et partit sans un mot de plus. Pendant un instant, la pièce fut silencieuse. Le calme était différent maintenant. Il ne semblait pas oppressant, il semblait paisible. Angela s'éclaircit la gorge. « Voulez-vous un peu d'intimité ? Je peux tirer le rideau. » Je regardai le visage d'Eleliana. Elle dormait déjà, complètement inconsciente de la guerre qui venait de se dérouler autour d'elle. « Oui, merci, » dis-je. Angela tira le rideau et tamisa les lumières du plafond. Puis elle nous laissa seuls. Pour la première fois depuis la naissance d'Eleliana. Je baissai les yeux sur elle, mémorisant chaque détail, ses cils délicats, son nez en bouton, ses lèvres pleines. J'ai caressé le bord de sa joue avec le dos de mon doigt.
Elle remua légèrement, puis se rendormit. Je suis ta maman, murmurai-je. Personne ne peut changer ça. Des larmes coulèrent sur mes joues, mais je ne les essuyai pas. Je les laissai couler. Elles ne venaient pas de la douleur, elles étaient une libération, un soulagement. Le poids que je portais depuis 2 ans, essayant de gagner une place dans une famille qui n'avait jamais voulu de moi, avait disparu. Je n'aurais jamais dû me battre aussi durement juste pour tenir mon propre enfant. Mais en le faisant, j'ai trouvé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. J'ai trouvé la partie de moi que j'avais eue pour maintenir la paix, la partie qui savait ce que je méritais et qui n'avait plus peur de le revendiquer. Plus tard, Tyler arriva. Il entra précipitamment dans la chambre, les yeux pleins de panique, jusqu'à ce qu'il me voie tenant Eleliana. « Je suis tellement désolé, dit-il en s'agenouillant à mon chevet. Je n'avais aucune idée que ma mère ferait tout ça. Je pensais qu'elle aidait. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je l'ai regardée et j'ai dit, elle a essayé de m'enlever notre fille. Ça, ce n'est pas aider, c'est contrôler. » Il hocha lentement la tête, la culpabilité dans les yeux. « Ça n'arrivera plus. Je vais arranger ça. » « Non, dis-je doucement, nous allons arranger ça. Mais pas pour elle. Pour nous. Pour Eleliana. » Il prit ma main libre et l'embrassa. Puis il se pencha et toucha la tête de sa fille pour la première fois. « Elle est parfaite, murmura-t-il. « Oui, dis-je, elle est. » À ce moment-là, nous n'étions pas seulement mari et femme. Nous étions parents, partenaires, protecteurs. Et alors que je tenais ma fille dans cette chambre d'hôpital silencieuse, je savais que ce n'était que le début. Elle grandirait en sachant que sa mère n'avait jamais reculé, que sa mère s'était battue pour elle avant même qu'elle ne prenne sa première respiration. Qu'elle était aimée, choisie et protégée, peu importe qui essayait de réécrire l'histoire. 3 semaines après avoir ramené Eleliana à la maison, je me tenais au bord de son berceau, la regardant simplement dormir. La nurserie était silencieuse, éclairée seulement par la douce lueur de la veilleuse. Elle avait un bras jeté sur son visage, comme si elle se protégeait du monde. Tyler dormait dans la chambre d'accent grave côté. Il avait pris le quart de nuit la veille et m'avait laissé un mot sur le frigo qui disait simplement « Tu es plus forte que tu ne le penses ». Ce matin-là à l'hôpital avait tout changé. Pas seulement parce que Margot avait essayé de prendre le contrôle, pas seulement parce que le docteur Henderson était intervenu. Ça a tout changé parce que ça m'a forcé à voir exactement combien de moi-même j'avais été prête à abandonner au nom du maintien de la paix. Je m'étais faite petite pendant des années, laissant passer les choses en silence, riant des commentaires pour les minimiser, acquiesçant malgré les regards froids, croyant que si je restais douce, je finirais par être acceptée. Mais la maternité ne laisse pas de place pour se faire petite. Elle exige de la force. Pas le genre de force qui crie ou claque les portes. Le genre qui dit « ça suffit » et le pense vraiment. Tyler et moi avons eu une longue conversation en rentrant à la maison. Nous nous sommes assis sur le canapé après avoir couché Eleliana pour sa sieste, et je lui ai tout raconté. Pas seulement ce qui s'était passé à l'hôpital, mais ce que ça faisait d'être effacé, à quel point la grossesse avait été solitaire, à quel point ça faisait mal d'être traité comme une invitée dans ma propre vie. Il n'a pas défendu sa mère. Il n'a pas cherché d'excuses. Il a écouté. Et quand j'ai eu fini, il a dit « ça ne se passera plus comme ça ». Nous avons fixé des limites ensemble, de vraies limites. Margot ne viendrait plus sans notre consentement à tous les deux. Elle ne prendrait pas de décision médicale. Elle ne serait pas dans la pièce à moins d'y être invitée. Il l'a appelée ce soir-là. Je n'ai pas écouté l'appel, mais j'ai vu à quel point ses épaules étaient lourdes quand il a raccroché. Il n'a pas dit grand-chose, juste qu'elle était choquée et contrariée, mais qu'il s'en était tenu à ce que nous avions convenu. Cela signifiait plus que tout. Je ne voulais pas de vengeance, je voulais la paix. Pas le genre de paix où l'on se tait pour éviter une dispute. Le genre de paix où l'on n'a plus à gagner sa place à sa propre table. Eleliana ne sait rien de tout ça encore. Elle ne sait pas ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôpital, ni à quel point j'ai failli manquer le premier moment que nous ayons jamais partagé. Mais un jour, elle le saura. Je lui dirai la vérité. Pas pour la faire choisir un camp, mais pour lui montrer ce que signifie tenir bon quand tout semble contre soi. Elle saura qu'être mère, ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de présence. C'est protéger le lien sacré entre vous et votre enfant, même quand personne d'autre ne le comprend, même quand quelqu'un essaie de le réécrire. Elle saura que son nom a été murmuré par moi avant même d'être imprimé sur un acte de naissance, que je l'aimais quand elle n'était qu'un battement de cœur, que je l'ai porté non seulement dans mon corps, mais dans chaque peur, chaque espoir et chaque prière tardive que je murmurais seul.
L'acte de naissance est accroché dans un cadre au-dessus de son berceau maintenant. Non pas parce que j'ai besoin d'une preuve de qui je suis, mais parce que je veux qu'elle grandisse en le voyant. Je veux qu'elle grandisse en sachant que son histoire a commencé par un combat, et que sa mère n'a jamais abandonné. J'ai arrêté d'essayer de me prouver aux gens qui refusaient de me voir. J'ai arrêté de me faire plus petite pour entrer dans des espaces où je n'ai pas ma place. Ma place est ici, avec elle, avec la vie que j'ai construite, avec le nom que j'ai signé sur ce formulaire, les mains tremblantes, le cœur battant, complètement sûr. Parfois, la force ressemble à des cris. Parfois, elle ressemble à un seul mot prononcé avec tout ce qui vous reste. Mon bébé. Mon nom. Mon histoire. Et cette fois, personne d'autre ne la racontera à ma place. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes déjà senti rejeté, ignoré ou sous-estimé, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce qui m'est arrivé dans cet hôpital ne concernait pas seulement un moment, il s'agissait de revendiquer qui je suis et de refuser d'être effacé. Si vous avez déjà dû vous battre pour votre place, je vous vois, et j'espère que vous avez trouvé de la force dans cette histoire, de la même manière que j'ai trouvé de la force en la vivant. Si vous avez ressenti quelque chose en regardant, prenez une seconde pour aimer cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle partie vous a le plus touché. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous voulez plus d'histoires vraies qui parlent avec le cœur, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais manquer la prochaine. Merci d'être ici, merci d'avoir écouté, et surtout, merci de croire que chaque voix compte. Je suis Céline, et c'était mon histoire.